Salut à tous. Nous sommes le jeudi 27 novembre 2025 et notre cher ami, notre frère venu d'Europe, le meilleur gars d'Europe, est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Merci de m'avoir invité, Nima. Ravi d'être avec vous aujourd'hui et salutations chaleureuses, ou plutôt glaciales, depuis Monaco. Oui, et joyeux Thanksgiving à tout le monde, à tout notre public, car aujourd'hui, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Oui, c'est exact. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher plus de monde. Et Alex, permettez-moi de commencer par le cas du plan de paix en 28 points de l'administration Trump, que Marco Rubio a ensuite emporté à Genève pour en discuter avec les Européens et les Ukrainiens. Les points mentionnés dans ce document. Tout d'abord, en regardant ce document en 28 points, selon vous, qu'est-ce qui était positif et qu'est-ce qui était négatif, à votre avis? D'accord. Je dois dire que j'ai écouté de nombreuses personnes analyser cela, et j'ai trouvé très surprenant que les gens soient aussi négatifs à ce sujet. Beaucoup disent « Oh, c'est n'importe quoi, c'est un piège pour la Russie, c'est Trump qui essaye de manipuler la Russie, et ainsi de suite. » Je ne le vois pas du tout de cette façon. Je le considère tout d'abord comme chacun des 28 points pourrait faire 1 ou 2 ou 3 pages. Donc ce n'est pas un plan de paix, c'est un cadre pour des négociations. Mais il contient des dispositions très importantes, fondamentalement importantes, qui non seulement permettraient d'ancrer la paix pour l'Ukraine et de mettre fin à cette guerre, mais transformeraient également l'architecture de sécurité de toute l'Europe. Et ce à quoi je fais référence, c'est qu'il est dit que l'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. C'est ce que les Russes avaient demandé. C'est la chose la plus importante sur laquelle les Russes insistent depuis avant même le début de la guerre. Ils n'ont cessé de dire « Ne faites pas de l'Ukraine un membre de l'OTAN. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Nous ne pouvons pas le tolérer et nous serons obligés d'intervenir. » C'était donc la raison principale du déclenchement de la guerre. Et, vous savez, les Russes, lorsqu'ils parlent de paix, affirment que tout accord de paix que nous élaborerons doit s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et celui-ci y répond effectivement. De plus, l'un des 28 points stipule que l'Ukraine doit inscrire cela dans sa constitution, en faisant un engagement constitutionnel à ne rejoindre aucune alliance militaire occidentale, aucune troupe occidentale sur le territoire ukrainien, limitation des forces armées. Oui, la taille de l'armée ukrainienne. La taille de l'armée. Eh bien, vous savez, cette disposition pourrait facilement s'étendre sur plusieurs pages où l'on préciserait « Vous pouvez avoir telles armes, mais pas celles-là », et ainsi de suite. Par exemple, les armes non nucléaires y sont déjà mentionnées. Mais cela deviendrait probablement beaucoup plus détaillé avant que quoi que ce soit ne soit réellement signé. Et puis, il y a aussi une exigence envers la Russie. Elle doit s'engager à ne pas attaquer de nations occidentales. Les Russes ont répété à de nombreuses reprises qu'ils n'avaient aucune intention d'attaquer qui que ce soit. Mais ce plan de paix exige que la Russie adopte une loi, par le biais de son processus législatif, s'engageant à ne pas attaquer de nations occidentales. C'est donc vraiment important, car les personnes qui réclament la guerre en Europe ne cessent de dire « Les Russes arrivent, ils vont nous attaquer ». Vous avez tous ces commentateurs à la télévision et ces généraux qui disent « Eh bien, Vladimir Poutine a clairement indiqué qu'après en avoir fini avec l'Ukraine, il continuerait jusqu'à Londres. » Sauf que Vladimir Poutine n'a jamais rien indiqué de tel. Ces gens regardent simplement la caméra et mentent. Mais si vous censurez toutes les autres voix, alors la population se dit « Mon Dieu, les Russes arrivent ». Vous commencez à attiser la peur et la psychose dans vos sociétés pour les préparer à la guerre.
Et nous avons vu le général français dire que le peuple français doit se préparer à la guerre et se préparer à sacrifier ses enfants. Alors même que, vous savez, non seulement Vladimir Poutine n'a jamais dit qu'il avait l'intention de poursuivre une conquête militaire, mais à de nombreuses reprises, lui et d'autres responsables de son gouvernement ont dit exactement le contraire. Ils n'ont aucune intention de ce genre. Ainsi, en adoptant une loi par leur Douma et en déclarant « Nous n'avons aucune prétention territoriale, nous n'envahirons aucun autre pays », tout cet appel aux armes, les Russes arrivent, va tomber à plat. La crédibilité de ceux qui affirment que la Russie va envahir l'Europe va tomber à zéro. Ensuite, il y a des dispositions dans le plan de paix concernant la reconstruction de l'Ukraine. Et c'est là, je crois, que certaines personnes se trompent, car elles disent « Oh, ils vont utiliser les avoirs russes. 100 milliards de dollars d'avoirs russes. » Eh bien, oui, mais une fois la guerre terminée, les Russes chercheront à investir en Ukraine et dans sa reconstruction. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans leur intérêt à long terme d'avoir à leurs frontières une Ukraine brisée, appauvrie et infestée de nazis. En revanche, il est dans leur intérêt d'avoir un pays partenaire prospère, bien organisé et pacifique, un peu comme la Biélorussie aujourd'hui. Mais si cela se fait en partenariat avec les États-Unis, ce qui est l'essence même du plan de paix, alors les Russes ont un rôle à jouer dans la définition de la manière dont cet argent est investi, des priorités et du programme, afin de transformer l'Ukraine en ce pays partenaire. Alors que selon le modèle européen, les Russes n'auraient rien à dire. Tout serait entièrement dirigé par Londres, Paris et Berlin. Et l'argent russe serait simplement confisqué. Vous savez, ils trouveraient des justifications détournées et juridiques en disant « Oui, eh bien, nous utilisons simplement cela comme garantie et ensuite nos banques vont accorder des prêts à l'Ukraine sur la base de cette garantie. » Et puis vous savez, à la fin, ils prendraient simplement l'argent en affirmant qu'il s'agit de réparations qui doivent être payées. Alors merci beaucoup, cela correspond exactement à cette somme, et donc nous la prenons. Je prédis depuis août, depuis l'Alaska, que c'est ce qui va arriver aux avoirs russes gelés en Europe. Ils vont être transférés aux États-Unis. Et ensuite, dans les 28 points, il est indiqué que cet argent ira dans un fonds commun qui sera utilisé dans le cadre d'une coopération entre la Russie et les États-Unis. L'un des objectifs de cette coopération est précisément d'approfondir la relation entre les deux pays de manière amicale et constructive. Et donc, il y a ensuite des dispositions concernant l'éducation, l'éradication du nazisme, l'éradication des idéologies racistes. Et je ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes ont dit « Ah oui, c'est là parce qu'ils veulent imposer le LGBT à la Russie. » Tu sais, cela demande beaucoup d'imagination, parce que pourquoi cela serait-il là-dedans? Je veux dire, Trump se moque des LGBT, et les Russes vont évidemment dire non à une telle chose. Cela reflète l'un des 4 points que les Russes ont énoncés lorsqu'ils ont lancé ce qu'ils appellent l'opération militaire spéciale. L'un d'eux était la dénazification. C'est de cela que parle cette disposition du plan de paix en 28 points. La dénazification, c'est-à-dire qu'il faut réformer l'éducation, parce que, entre autres, l'une des premières choses que la junte ukrainienne a adoptée en 2014 était une loi qui faisait des collaborateurs nazis de la Seconde Guerre mondiale des héros nationaux. Et cette loi prévoit des poursuites pénales contre les personnes qui nient leur héroïsme. Et puis, vous savez, les manuels scolaires dans les écoles sont maintenant ouvertement racistes et ils attisent en quelque sorte la peur et la haine envers la Russie. Et puis, il y a une disposition concernant la langue
et ainsi de suite. D'après ma lecture, c'est très proche de ce que les Russes réclament depuis les accords de Minsk. Je considère donc que c'est un cadre très positif, très encourageant pour les négociations. Je ne pense pas que les Russes soient particulièrement obsédés par la question territoriale, là où beaucoup de gens estiment qu'ils sont désavantagés, parce qu'on leur demande, vous savez, d'abandonner quelque chose et de geler les lignes de démarcation là où elles se trouvent, plutôt que de prendre entièrement, vous savez, Zaporizhia, Kherson, et ainsi de suite. Je ne pense pas que les Russes s'en soucient. La raison pour laquelle ils ne s'en soucient pas, c'est que l'important n'est pas ce que montrent les couleurs sur la carte. Ce qui est pertinent pour eux, c'est de savoir qui détient la domination politique, qui exerce une influence politique décisive. Il y a deux façons d'y parvenir. L'une est militaire, l'autre est, disons, administrative. En gros, tout passe par ce qu'ils sont. Les unités d'administration locales, les conseils municipaux, la police, l'armée, et ainsi de suite. On peut soit intervenir avec des troupes, des armes, et prendre le contrôle de ces institutions ville par ville, en imposant sa volonté de cette manière, soit passer par Kiev, prendre le contrôle du gouvernement central, puis exercer cette influence du haut vers le bas pour obtenir le même résultat, seulement beaucoup moins cher et sans effusion de sang ni destruction. À mon avis, vous savez, les Russes continueront à mener la guerre s'ils le doivent. Mais s'ils n'y sont pas obligés, ils s'arrêteront là où ils en sont. Ensuite, beaucoup de ces questions seront résolues par des négociations et, disons, par des mesures progressives qui seront mises en œuvre sur des années, voire des décennies, car les Russes recherchent une solution durable, pas pour, vous savez, colorer toute la carte en rouge et dire, eh bien, nous avons fait toutes ces grandes conquêtes, car il faut ensuite administrer ces territoires. Il faut encore les gérer. C'est plus simple, si vous savez, on gagne de l'influence sur Kiev et que les autorités ukrainiennes dirigent le pays d'une manière qui l'oriente vers vos objectifs, à savoir encore une fois un pays partenaire et ami et une zone tampon entre la Russie et l'Occident, une nation neutre. Je pense que le plan de paix en 28 points constitue une base solide pour tout cela. Beaucoup de détails qu'il contient ne sont pas vraiment figés. Ils pourraient évoluer au cours des négociations. Certains offrent à la Russie un moyen de faire preuve de bonne volonté en acceptant des compromis, en disant par exemple, « Très bien, d'accord, nous pouvons partager la centrale nucléaire de Zaporizhia. Nous la gérerons conjointement. C'est très bien. » Je le lis donc de manière très positive. Je ne comprends pas pourquoi tant d'analystes y voient une sorte de piège sinistre tendu aux Russes. Si l'on le compare au plan européen, que les Européens ont pratiquement rédigé dans un réflexe paniqué et précipité, on voit bien qu'il est très différent. Et l'on constate aussi que les Européens sont extrêmement contrariés par le plan de paix américain et essayent de le faire échouer par tous les moyens possibles. En réalité, ils essaient de proposer une alternative à ce que les Américains ont présenté. Comment as-tu trouvé la réunion à Genève? Tu sais, Marco Rubio y a pris la parole. Il semble que CNN ait rapporté que 3 points cruciaux du document ont été supprimés. L'un concernant les concessions territoriales, un autre la limitation de la taille de l'armée ukrainienne, et le troisième, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Maintenant, si l'on suppose que les Européens ont réussi d'une manière ou d'une autre à retirer ces points du document, est-ce possible? Penses-tu que cela reste viable? Je pense que tout est possible, mais c'est très improbable, car l'opposition à ce plan de paix est menée par des acteurs très très faibles. Nous parlons des Européens. Ils n'ont aucune carte en main, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont aucun levier. De plus,
les principaux moteurs de cette opposition au plan américain sont les gouvernements de Londres, Paris et Berlin. Tous trois sont profondément impopulaires dans leur propre pays. Et puis, vous savez, une partie du jeu concerne aussi ces enquêtes anticorruption en cours en Ukraine. Elles sont clairement dirigées par les Américains. Ce sont eux qui contrôlent ces agences anticorruption. L'affaire de détournement de 100 millions de dollars n'était que la partie émergée de l'iceberg, mais elle a déjà fait éclater la clique dirigeante autour de Zelensky. 3 ou 4 de ses plus proches collaborateurs ont fui et se sont réfugiés en Israël. Yermak, nous ne savons pas s'il va rester au gouvernement. Il subit une pression énorme. Mais comme nous le savons maintenant, la véritable enquête sur la corruption finira par éclabousser bon nombre de ces va-t-en-guerre européens. Les Estoniens, les Français, les Britanniques et les Allemands. Parce qu'on parle de quelque chose entre 50 et 100 milliards de dollars, avec un B. Je pense qu'une partie du jeu consiste à leur mettre la pression. Car sinon, des choses vraiment laides pourraient sortir dans un avenir très proche. Et je pense que c'est en partie la raison pour laquelle Donald Trump s'est récemment rendu à Londres et a rencontré Keir Starmer. Vous savez, d'après ce qu'on apprend de ces réunions, on dirait presque qu'il y est allé pour une tasse de thé et des crumpets. Mais je pense qu'à huis clos, la discussion a pu être différente. Peut-être que c'était plutôt du genre « Écoutez, nous avons toutes ces informations. Nous avons des traces de ces montants d'argent transférés vers des banques londoniennes. Veuillez coopérer. Nous pouvons le faire de manière simple ou nous pouvons le faire de manière désagréable. Je pense que des avertissements similaires ont probablement été envoyés à d'autres endroits en Europe, Paris, l'Estonie en particulier. Apparemment, les banques estoniennes ont été l'un des principaux canaux pour cela. Et, au final, la majeure partie de cet argent provient des contribuables américains. Donc, si cela éclate, ce sera vraiment embarrassant pour les Européens. Et cela provoquera la colère du peuple américain envers les élites européennes. Et même avant que l'on en sache beaucoup à ce sujet, cela renforce déjà la position de personnes comme Robert Fico et Viktor Orban qui veulent préserver la paix en Europe et réformer l'Union européenne. Et cela affaiblit la position d'Ursula von der Leyen et de Kaja Kallas, qui, je ne sais même pas pour qui elles travaillent, mais elles ne représentent certainement pas de véritables électeurs tels que nous les concevons dans une démocratie. Tout cela pèse donc désormais non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur l'Union européenne. Les concessions territoriales pourraient, vous savez, aller et venir plus d'une fois. Au final, je pense que plus les Ukrainiens et les Européens s'opposent au plan de paix américain, plus leur position se dégrade, car les Russes, entre-temps, gagnent du terrain. Et il y a de fortes chances que dans les 2 ou 3 prochains mois, les forces russes se trouvent sur le fleuve Dniepr. Et vous savez, fait intéressant, l'une des dispositions du plan de paix prévoit que les Russes ne s'ingéreront pas dans le commerce ukrainien le long du Dniepr. Peut-être qu'ils anticipent déjà le problème. Eh bien, nous verrons. Ils sont déjà proches du Dniepr, dans le sud. Mais vous savez, je me demande, nous avons également vu des tweets, des déclarations officieuses de personnes comme Kirill Dmitriev, qui a affirmé que cet accord de paix repose sur l'entente conclue entre les deux parties en Alaska en août. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agissait, car nous n'avons reçu que des comptes rendus très généraux de ces réunions. Mais j'imagine que s'ils se sont rencontrés en personne, des notes très détaillées ont dû être échangées entre les deux parties. Puis, peu après cette rencontre, Kirill Dmitriev a lui-même tweeté que Vladimir Poutine et Donald Trump empêcheront le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Empêcheront.
Il n'a pas dit pourrait, devrait ou risquerait. Il a dit empêcheront. Cela me dit qu'ils sont parvenus à une sorte d'accord et que depuis août, ils s'appuient là-dessus pour élaborer un plan en 28 points. Alex, je pense que le point principal, l'un des points principaux que tu as soulevé, c'est que la Russie veut que l'Ukraine soit un peu comme la Biélorussie, un pays prospère, calme et neutre. Mais le cas de l'Ukraine est différent de celui de la Biélorussie, car la Russie veut que l'Ukraine reste neutre. Elle ne veut pas qu'un gouvernement ukrainien devienne le pire ennemi de la Russie, en faisant entrer l'OTAN et tous ces scénarios dont nous parlions. Mais lorsque les Européens poussent pour, disons, 600 000 soldats, ou, dans certains documents, 800 000, ce n'est pas un bon signe pour un accord. Si vous voulez un État neutre à votre frontière, vous ne construisez pas une armée d'une taille que même aucun pays européen ne possède. Tu vois, parce que cela, vas-y. Oui, eh bien, vous savez, c'est encore un de ces points qui pourrait prendre 2 ou 3 pages, parce que l'accord ne parle pas de 600 ou 800 soldats. Il parle de personnel militaire. Donc vous voyez, cela peut vouloir dire des troupes prêtes au combat, des réservistes. Cela peut aussi désigner du personnel administratif, et ainsi de suite. Donc peut-être qu'on parle de 50 000 troupes prêtes au combat, peut-être de 200 000 ou 300 000 réservistes, peut-être de 100 000 ou 200 000 membres du personnel administratif ou auxiliaire, et ainsi de suite. Ce n'est pas, je veux dire, quand cette guerre a commencé, quand l'Ukraine était à son niveau de force maximale, selon les Ukrainiens eux-mêmes, il comptait près de 600 000 ou 700 000 soldats. Zelensky lui-même parlait de plus d'1 million, mais je pense qu'il exagérait. Donc vous savez, cela ramènerait l'armée ukrainienne à son niveau d'avant le début de la guerre en 2022. Je ne pense pas que ce soit l'objectif de l'accord, et je ne pense pas que les Russes accepteraient cela. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas à signer l'accord de paix. Donc vous savez, imposer ce genre de solution me semble, si c'était un piège, ce serait le piège le plus stupide jamais conçu, parce qu'ils ne vont pas ignorer ce détail. Je pense que le chiffre est important, mais il fait référence au personnel militaire, pas aux troupes prêtes au combat, pas aux soldats. Not combat-ready troops, not soldiers. Alex, l'autre point concerne le cas de Steve Witkoff. Nous savons qu'il se rend en Russie avec ce qui semble être un document officiel et qu'il va communiquer avec le président russe et son administration. En regardant la manière dont ils attaquent Steve Witkoff aux États-Unis, d'une certaine façon dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux, en le traitant de marionnette russe, d'agent du KGB, en disant qu'il a de nombreux liens avec la Russie. Tout cela montre qu'il se passe quelque chose en coulisses, que ces gens ne sont pas contents de la situation. Comment voyez-vous la division, une sorte de fracture ou de scission, qui se produit au sein de l'administration Trump? Il semble que Marco Rubio et Keith Kellogg aient participé au plan, au document qui a été publié, et tout le monde se demandait pourquoi ils avaient eu besoin de publier ce document. On dirait que Keith Kellogg en était à l'origine. Il l'a diffusé avant de démissionner de son poste. Comment voyez-vous Donald Trump gérer ce type de divergence au sein de l'administration? Nous devons deviner, car nous ne savons pas. Mais il me semble que Trump devait, disons qu'il ne voulait pas dévoiler son jeu trop tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Il a donc gardé Keith Kellogg pour donner l'impression qu'il envisageait une résolution pro-européenne et anti-russe de cette crise.
et pour leur donner l'espoir qu'ils pourraient ramener Trump dans leur camp. Même si j'ai toujours pensé que c'était un peu factice, car Trump avait déjà refusé d'accorder à l'Ukraine une garantie de sécurité, ce qui était la priorité absolue des Européens. C'est ce que Keir Starmer avait essayé d'obtenir lors de ses premiers voyages à Washington, D.C. au début de l'administration Trump. C'est ce que Vladimir Zelensky cherchait à obtenir lorsque l'année dernière en octobre, je crois, ou peut-être même en septembre, il s'est envolé pour New York avant même que Trump ne soit élu. Il disait, et voilà, nous vous offrons cet accord sur les ressources naturelles de 500 milliards en échange d'une garantie de sécurité. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, une garantie de sécurité signifie essentiellement que si, disons, la Pologne, la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne déploient quelques troupes de dissuasion en Ukraine, peu importe, 10 000, 20 000, 30 000, cela n'a pas d'importance, elles ne gagneront pas la guerre. Mais lorsqu'elles seront attaquées, ce qui arriverait, elles pourraient alors dire « Ah ah, regardez, les Russes nous ont attaqués. Vous devez maintenant honorer votre garantie de sécurité. » C'était donc, en gros, comme un fil déclencheur pour la Troisième Guerre mondiale. Et Trump a dit « Non, je ne vous donne pas de garantie de sécurité. » Ensuite, pendant plusieurs mois, il y a eu ce va-et-vient, ça a un peu disparu du cycle médiatique, mais il y a eu ces échanges à propos des ressources naturelles ukrainiennes. Vous savez, les minerais, peu importe, 10 ou 12 000 milliards de dollars de valeur. Et il s'est avéré qu'ils avaient conclu un accord secret avec les Britanniques, leur donnant le contrôle de la majeure partie des richesses naturelles de l'Ukraine. Après cela, Boris Johnson est allé en Ukraine pour essayer de convaincre Zelensky de coopérer avec Trump. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Donc je pense que toute cette histoire avec Steve Witkoff était à peu près aussi sincère que lorsque Trump disait « Oh, je suis très déçu par Poutine ». Tout cela n'est que mise en scène. C'est uniquement destiné à certains électorats politiques internes, un public qui doit détourner et apaiser pour qu'il ne se retourne pas contre lui ou ne tente pas de saboter son accord de paix. Mais je pense que dès le départ, l'intention était d'apaiser l'Europe. Et je vais vous raconter une histoire extrêmement importante. Donnez-moi une seconde. Désolé, mon majordome me demande des instructions. Un très bon exemple est ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. J'en ai parlé ces 2 ou 3 dernières semaines dans quelques podcasts et j'ai publié un article à ce sujet parce que c'est extrêmement important, mais cela ne fait absolument pas partie de l'actualité. À savoir, la Bosnie-Herzégovine, sa capitale est Sarajevo, n'est-ce pas? C'est là que la Première Guerre mondiale a été déclenchée. On préparait le pays à devenir le second front dans la guerre de l'Occident contre la Russie. Cela se faisait en provoquant des tensions entre les Serbes, les Croates et les musulmans, les 3 peuples constitutifs du pays, et particulièrement en cherchant à antagoniser l'entité serbe, au point que cet automne, il prévoyait un référendum sur la sécession. La Republika Srpska allait faire sécession de la Bosnie, et cela devait presque à coup sûr déclencher une guerre entre la Republika Srpska et le reste de la Fédération de Bosnie, avec le gouvernement de Sarajevo. Eh bien, si cette guerre éclatait, la Serbie ne pourrait pas rester neutre. Elle devrait se ranger du côté de la Republika Srpska. La Croatie serait entraînée dans le conflit parce qu'elle compte une minorité croate en Bosnie, et la Croatie est un pays membre de l'OTAN. La Hongrie pourrait également être entraînée dans la guerre. La Hongrie est elle aussi membre de l'OTAN. Cela pourrait donc pratiquement ouvrir un front, l'OTAN contre la Serbie et la Republika Srpska. Auquel cas, la Russie ne pourrait pas non plus rester neutre. Elle devrait intervenir.
C'est ainsi qu'ils ont conçu le conflit, pour entraîner la Russie dans une guerre sur un second front. Le scénario est très similaire à la manière dont la Première Guerre mondiale a été provoquée. Et la Première Guerre mondiale s'est soldée par une dévastation totale à travers l'Europe et environ 40 millions de victimes. Voici donc ce qui s'est passé. D'abord, les Russes ont exercé une pression sur la direction serbe de la Republika Srpska pour qu'elle agisse dans le cadre des accords de Dayton qui avaient défini la structure du pays à la fin de la guerre en 1995. Ensuite, Donald Trump a réellement apporté son poids politique à Milorad Dodik, qui était un président très populaire de la Republika Srpska. Ainsi, ils ont préservé la direction serbe par l'intermédiaire d'un candidat de substitution, Milorad Dodik. Donc, ils se sont, vous savez, formellement conformés au diktat de Sarajevo, de la fédération, qui passe par l'Union européenne. Je suis désolé, c'est compliqué. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que la guerre en Bosnie a été désamorcée pour le moment, au moins pour un an, parce que les Serbes ont accepté de reporter leur référendum d'environ un an. Donc, au lieu d'organiser ce référendum maintenant, ils pourraient le tenir dans un an. Mais vous savez, d'ici là, on verra bien. Quoi qu'il en soit, il était largement perçu en Bosnie que les Britanniques aggravaient la pression qui menait à la guerre. C'est très clairement la coopération entre les Russes et l'administration Trump qui a désamorcé cette poudrière. Il y a environ 3 semaines, j'ai rencontré l'un des membres, je crois que je l'ai mentionné lors de notre dernière conversation, l'un des membres du gouvernement de la Republika Srpska, qui me l'a dit. Il a affirmé que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, les choses allaient beaucoup mieux. Ils ont dit que la différence était comme le jour et la nuit. Et puis un autre homme politique croate, il ne me l'a pas dit directement, je l'ai entendu dans une interview de podcast, a déclaré que la différence entre la Bosnie sous l'administration Biden et maintenant, c'est comme vivre sur une autre planète. Cela n'est pas évoqué dans les médias. Personne ne parle de la Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas de riches donateurs originaires de Bosnie-Herzégovine que Trump doive ménager. Il n'existe pas non plus un grand bloc électoral de Serbes de Bosnie, ni même de Serbes tout court, aux États-Unis. C'est donc un exemple où il semble que, grâce à la coopération entre la Russie et les États-Unis, la Troisième Guerre mondiale en Europe ait réellement été désamorcée pour le moment. Et si c'est le cas, et qu'il s'agit d'une histoire réelle, vous savez, ce n'est pas une théorie du complot. C'est une véritable histoire que les médias ignorent. Si tel est le cas, se pourrait-il qu'un effort similaire soit sincèrement mené en Ukraine? Et non seulement cela, mais se pourrait-il qu'un effort similaire soit également poursuivi avec sérieux au Moyen-Orient? Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, Al-Jolani est allé à Moscou et a rencontré Vladimir Poutine. Et tout le monde s'est demandé, de quoi s'agit-il? Les Russes trahissent le peuple syrien. Puis après cela, Al-Jolani est allé voir Trump. Et tout le monde a explosé. Regardez, Donald Trump serre la main d'un chef d'Al-Qaïda. Mais vous savez, personne ne semble envisager ce que mon ami Tom Luongo a mentionné, à savoir que Trump et Poutine disaient en gros à Jolani, « Maintenant, tu travailles pour nous, et nous jouons un jeu différent de celui de tes maîtres britanniques et turcs. » Et je pense que d'une certaine manière, la Turquie est également amenée à coopérer dans cette affaire. Je pense que les gens disent que je donne trop de crédit à Trump. Mais je crois qu'il est plausible, et j'irais même jusqu'à dire probable, qu'une nouvelle architecture de sécurité soit en train d'être élaborée et préparée pour le monde en ce moment même. La paix en Ukraine en sera un élément majeur, et les enquêtes en cours contre le gouvernement ukrainien, les oligarques et les dirigeants européens
en font partie. Ils vont être forcés de se rallier ou ils appartiendront au passé. Cela va entraîner une vague de changement de régime en Europe. Donc, vous savez, la paix est poussée par des acteurs très puissants, la Russie et les États-Unis, et elle est combattue par des acteurs très faibles qui n'ont aucune carte en main. Alex, je crois vraiment que le cœur de ce qui se passe en Ukraine, c'est la corruption. Parce que si on agit réellement contre elle, et si les gens s'informent sur ce qui s'est passé en Ukraine, qui reçoit l'argent, qui profite de la guerre, cela changerait complètement la donne en Europe. Et tu sais, il y a un nouvel article dans The Telegraph qui attaque l'opposition en Allemagne en disant que l'AfD a des liens avec la Russie. Ils parlent de leur connexion avec la Russie, de leurs nombreux liens avec elle, parce qu'ils estiment que la seule façon pour nous de découvrir la corruption, ses racines, son étendue et sa profondeur, passera par l'un de ces trois pays clés en Europe, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Nous savons que le Royaume-Uni ne va pas changer. Il n'y aura pas de modification de la politique britannique de sitôt, ni dans un avenir proche, ni à long terme. La seule véritable option serait l'Allemagne. S'ils arrivent au pouvoir en Allemagne et commencent à montrer aux gens ce qui s'est passé, en révélant les documents, les origines et la profondeur de la corruption dans le cas de l'Ukraine, comment voyez-vous cela? Car si l'on suppose qu'un nouveau gouvernement en Ukraine ferait réellement quelque chose à ce sujet, c'est plutôt illusoire. Le nouveau gouvernement serait confronté à de nombreux problèmes en Ukraine, même si une sorte d'accord devait avoir lieu. Alors, comment percevez-vous cette offensive contre l'AfD? Il semble que ces attaques visent précisément ce que je viens d'évoquer. Je pense que nous le découvrirons probablement bientôt, mais il est impossible de le prévoir. Il est très évident que les Européens sont maintenant dans une sorte de panique et qu'ils redoublent d'efforts en matière de censure, parce qu'ils ne veulent vraiment pas que les gens découvrent ce que nous sommes sur le point d'apprendre. Un ami à moi, bon, d'accord, je dois le mentionner parce que je soupçonne qu'ils envisagent de réintroduire des confinements afin de pouvoir forcer les gens à rester chez eux, comme avec des couvre-feux, pour s'assurer que les gens ne puissent pas sortir et manifester. De cette façon, ils peuvent instaurer un régime de censure très draconien. Et vous savez, un bon ami à moi a une chaîne très populaire sur Facebook. Eh bien, je ne sais pas si on peut appeler ça une chaîne, mais il avait environ 70 000 abonnés. Et il faisait partie de ceux qui, très tôt, ont mené une opposition significative au confinement en 2020 et 2021. Il a gagné beaucoup d'abonnés et n'a cessé de parler des problèmes liés au confinement et à la pandémie. Et vous savez, de ce que ça a fait aux enfants dans les écoles et tout ça. Puis soudainement, après 5 ans, ils ont complètement effacé son compte Facebook. Vous savez, en Croatie, beaucoup de gens utilisent Facebook parce que Twitter et Boissing n'est pas très populaire et les gens ne sont pas encore. Ici au Brésil, c'est une chose. Oui, donc Facebook est en quelque sorte d'une importance disproportionnée. Tout à coup, sans avertissement, sans supprimer cette publication, ni rien, ils l'ont complètement écrasé. Eh bien, il s'y attendait. Alors il avait un compte de secours qui n'avait presque aucun lien visible avec lui. Il s'appelait simplement Free People. Et je crois qu'en un jour ou deux, ils ont supprimé ce compte aussi. Puis tu sais, la semaine dernière, une baronne britannique, Heather, où j'ai oublié son nom, a publié une enquête de 1500 pages sur les confinements de 2020 et 2021. Et ce n'était pas une enquête sur les ravages qu'ils ont causés, sur la façon dont ils ont nui aux enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, sur les dégâts économiques qu'ils ont provoqués en détruisant tant de petites et moyennes entreprises.
les gens perdant leurs revenus, la dette explosant, ou sur qui devrait passer le reste de sa vie en prison. C'était plutôt du genre « Comment aurions-nous pu faire mieux ?» Et la conclusion de son enquête était que le gouvernement avait été trop hésitant. Il ne nous avait pas confinés assez strictement. Elle a dit que les confinements auraient pu être plus courts s'ils avaient appliqué plus fermement et sans hésitation toutes ces mesures, qui comprenaient le traçage des contacts, les masques, la distanciation sociale, et ainsi de suite. Toutes ces choses qui se sont révélées sans fondement scientifique solide. Donc, pour éviter des confinements plus longs, il aurait fallu appliquer toutes ces mesures absurdes de manière rapide et rigoureuse. J'ai donc trouvé vraiment étrange qu'elle ait fini par publier cette enquête à ce moment-là. Et puis, 2 jours avant la publication de l'enquête, nous avons reçu un avertissement très clair de la Banque centrale européenne, disant que la situation est vraiment difficile, qu'une crise se profile et que les banques européennes doivent se préparer. C'est inhabituel, car les banques font normalement tout leur possible pour rassurer tout le monde en disant que tout va bien. Ne vous précipitez pas à la banque pour retirer votre argent. Tout va parfaitement, aucun danger, détendez-vous et circulez. Il n'y a rien à voir. Au lieu de cela, elle lance cet avertissement sévère. Et donc ils font taire les personnes opposées au confinement. Ils publient des enquêtes disant, en gros, que les confinements devront être bien plus stricts la prochaine fois. Et puis tu sais, ils nous avertissent qu'il y a un problème dans le système bancaire, ce qui est exactement ce qui a déclenché le précédent confinement. Eh bien, tu sais, en 2019, nous avons eu ce qu'on a appelé la répocalypse, quand les marchés des pensions ont explosé. Et maintenant, nous savons que l'été dernier, pas l'été 2025, mais l'été 2024, la Banque d'Angleterre a dû intervenir sur les marchés britanniques des pensions. Repo signifie un accord de rachat. Ce sont des accords d'emprunt à court terme entre les banques. Les banques se prêtent régulièrement de l'argent entre elles pour une nuit, simplement afin de clôturer leurs comptes et d'équilibrer leur bilan. Ainsi, si une banque manque de liquidité, elle peut emprunter de l'argent à une autre banque contre des garanties pour une nuit ou pour une très courte période. Mais ce marché peut s'arrêter net s'il y a des soupçons qu'une des banques du système est en difficulté et ne pourra pas rembourser. Dans ce cas, les autres banques disent « Désolé, nous ne pouvons pas vous prêter d'argent, même pour une nuit. Au revoir. » À ce moment-là, la Banque centrale doit intervenir et commencer à fournir des liquidités, car sinon, le système s'arrête. La Banque d'Angleterre a donc dû intervenir sur les marchés des pensions livrées, je crois en juillet 2024. Nous avons appris que la Réserve fédérale est également intervenue sur ces marchés au cours des derniers mois ou semaines. Et donc, quelque chose est en train de se désagréger. Il y a une implosion qui se transforme lentement en avalanche. Je pense que les Européens envisagent des confinements. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, en septembre dernier, lorsque Ursula von der Leyen a prononcé son discours sur l'état de l'Union européenne devant le Parlement européen à Bruxelles, elle a déclaré que nous étions au bord, voire déjà dans, une nouvelle urgence sanitaire mondiale. Elle a utilisé ces mots exacts. Et maintenant, plus de 10 semaines se sont écoulées depuis ce discours. Et personne n'a mentionné quoi que ce soit à propos d'une urgence sanitaire. Donc vous voyez, je pense qu'ils savent qu'une crise très très grave va frapper l'Europe. Ils n'ont pas de solution. Et maintenant, ils réfléchissent en se demandant « Que va-t-on faire ?» Et puis, vous savez, quelqu'un dit « Eh bien, il se pourrait qu'on doive à nouveau confiner les gens. » Et c'est ainsi que cette phrase s'est retrouvée dans le discours d'Ursula von der Leyen,
ce qui était évidemment faux, car s'il y avait une véritable urgence de santé publique, nous en serions informés. Ils diraient « Oh, il y a un très mauvais virus qui circule, alors portez ce fichu masque, gardez vos distances, travaillez à domicile, et ainsi de suite. » Parce que s'il y a une urgence sanitaire et que vous ne dites rien après votre discours, cela signifie qu'il n'y en a pas. Il est probable que le virus en circulation soit dans le système bancaire. C'est le virus bancaire. Nous ne le savons pas encore. Mais la défaite en Ukraine, la pression exercée par l'administration Trump va provoquer un effondrement à un moment donné. Et je pense que soit il faudra une réforme très radicale de l'Union européenne, soit on assistera à une désintégration complète de l'Union européenne et de l'OTAN. Ensuite, les pays individuels formeront probablement, si l'AfD arrive au pouvoir en Allemagne, un nouveau partenariat. L'Allemagne et les États-Unis d'un côté, et l'Allemagne avec la Russie de l'autre. Les pays devront trouver leur propre voie, et je pense que la gravité les attirera tous vers l'Est. L'initiative La Ceinture et la Route, l'intégration des BRICS, l'Union douanière eurasiatique et l'Organisation de coopération de Shanghai, voilà ce qui deviendra le nouveau centre de gravité. Et je pense que, un par un, les pays seront entraînés dans cette direction une fois que toute cette mascarade à Bruxelles se sera désintégrée. Alex, laisse-moi te passer un extrait d'un journaliste australien. Il parle de la politique, de la manière dont l'Europe devrait réagir, car c'est une alternative à ce dont nous parlons. C'est en quelque sorte lié aux médias traditionnels. Et juste après cela, je veux te poser une question à propos du nouvel article du New York Times. Mais avant d'aller dans cette direction, voici ce qu'a dit ce journaliste australien. Tu as répété ce point encore et encore, et je pense que c'est un excellent argument. Je veux dire, où diable est l'Europe? Ils doivent se bouger et le faire eux-mêmes. Je veux dire, d'accord, il y a cet accord de paix insensé qui, comme tu l'as dit, est une reddition. Que font les Européens pour mettre fin à ce conflit? Eh bien, la meilleure façon de mettre fin au conflit est de donner à l'Ukraine suffisamment de puissance de feu pour infliger assez de dégâts à la Russie afin d'augmenter le coût de la guerre pour celle-ci. Maintenant, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il s'agit d'un échec européen autant qu'américain. Mais pour l'instant, l'Amérique ne fournit absolument aucun financement à l'Ukraine. Elle fait à peine plus que l'Australie, qui ne fait rien. Tout ce que fait l'Amérique, c'est vendre des armes que les Européens achètent pour les Ukrainiens. Ainsi, ce sont les Européens qui financent l'ensemble de l'effort. Elle fournit également des renseignements qui permettent à l'Ukraine de cibler ses armes. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Les Européens ont été négligents en ne développant pas leurs propres industries de défense. Je veux dire, cette guerre dure depuis près de 4 ans, et il est évident que l'arsenal occidental est épuisé, tandis que nos ennemis, la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, reconstituent leurs arsenaux à un rythme rapide. Mais c'est un échec des Européens, je suis d'accord. C'est aussi Donald Trump à son pire, car tout ce qu'il veut ici, c'est que l'Ukraine se rende pour pouvoir dire qu'il a apporté la paix, obtenir un prix Nobel de la paix et sans aucun doute, avoir Poutine qui l'aide à ériger quelques Trump Towers en Russie. Oui, tu comprends le ton. Alors, Alex, voici ce qui a été publié dans le New York Times. Le New York Times affirme que la Russie a atteint un tel niveau de production de missiles à longue portée qu'elle peut non seulement les utiliser régulièrement en Ukraine, mais aussi constituer un stock. Et il plaide pour l'envoi de plus d'armes à l'Ukraine. Si l'ensemble de l'Occident n'arrive pas à vaincre la Russie en Ukraine, n'arrive pas à produire plus de missiles à longue portée, de munitions, tout cela, comment l'Europe peut-elle aider l'Ukraine sans les États-Unis?
Parce que je ne sais pas si l'Australie aide l'Ukraine de la même manière que l'Europe, en mettant tout sur la table. Et toi, qu'en penses-tu? Parce que tu es en Europe. Quand tu entends quelqu'un d'Australie dire cela, qu'est-ce que cela signifie pour toi en Europe? It means that he's a complete moron. That's what it means. Ça veut dire que c'est un parfait idiot. C'est exactement ce que ça veut dire. Je veux dire, il parle comme s'il avait passé les 4 dernières années sous une pierre, parce que nous entendons exactement les mêmes arguments depuis pratiquement 4 ans. Oh, il faut fournir des armes plus destructrices à l'Ukraine pour qu'elle puisse augmenter le coût pour la Russie et la forcer à céder. Et la situation ne fait qu'empirer. L'Europe a de moins en moins d'armes. Et vous savez, Trump a dit « Hey, je vais vous donner des armes, mais ça va vous coûter. » Donc Trump aide à ruiner l'Europe, parce qu'elle ne peut pas accepter ses pertes. Elle ne peut pas en arriver au point de dire « Le projet Ukraine a échoué ». Réduisons nos pertes et sortons d'ici. Déclarons la victoire et signons une sorte de paix qui nous permette de sauver la face. Eux, ils sont complètement liés à cette guerre. Ils ne peuvent pas abandonner. Et donc, ils se sont pratiquement rendus ridicules aux yeux du reste du monde, parce qu'ils s'entêtent dans un jeu perdu d'avance. Et cet imbécile, Greg Sheridan, dit maintenant, après 4 ans de guerre, la même chose, du genre « faites-en plus », ce qui revient essentiellement à dire « continuez à creuser le trou encore plus profond ». Quelles armes? Quelles armes exactement? Les seules armes vers lesquelles on pourrait encore monter en puissance à partir d'ici, ce sont les armes nucléaires. Donc, s'il parle de nucléaire, il devrait le dire, qu'on voit combien de gens sont d'accord avec lui. Storm Shadow, missile Taurus, tout cela a déjà été recyclé dans le même récit médiatique. Et avant cela, tu sais, nous avions les obusiers M767, puis l'obusier Caesar, et il y avait les F-16, les attaques MS, puis les attaques MS à plus longue portée. Et tu sais, pendant ce temps, tout ce qu'ils font, c'est prolonger la guerre, sacrifiant plus d'1 millier d'hommes ukrainiens par jour, et l'OTAN aussi. Tu sais, il y a beaucoup de soldats de l'OTAN qui se font massacrer chaque jour. Et il n'y a aucun espoir de victoire. Il n'y a absolument aucun espoir de victoire. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de gagner du temps pour se préparer à une guerre plus vaste. Et tu sais, il semble qu'ils préparent la Moldavie et la Finlande à devenir le prochain front. Ils ont perdu les Balkans pour le moment, mais tu sais, ils pourraient réessayer. Ils n'abandonneront pas. Donc, ce discours sur le fait de leur donner plus d'armes pour augmenter le coût pour les Russes, afin de les amener à la table des négociations, c'est faux. C'est le même argument qui s'est révélé idiot depuis 4 ans. C'est juste une façon de faire semblant qu'il y a quelque chose à gagner là-dedans, de gagner du temps, puis d'étendre la guerre, soit dans les pays baltes, soit dans les Balkans, ou qui sait, peut-être en impliquant la Moldavie et la Roumanie. Je veux dire, tu sais, ils préparent ça aussi s'ils le peuvent. Et donc c'est extrêmement profondément irresponsable, et c'est franchement révoltant. Mais tu sais, ce type ne serait pas à sa place, rédacteur en chef étranger de je ne sais quelle publication. Ces gens-là sont sélectionnés pour une raison. Et s'il parlait de paix, et disait que le plan de paix de Trump était en réalité un cadre viable, il perdrait son poste dès le lendemain. Alex, concernant le cas du Venezuela, il semble qu'aux États-Unis, je ne sais pas si tu as vu les derniers sondages, CBS a rapporté que 70% des Américains sont contre la guerre au Venezuela, ou contre le Venezuela. Et même Rand Paul en a parlé. Tous les politiciens, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, d'ailleurs, elle a démissionné de son poste. Alors, comment vois-tu le cas du Venezuela? D'un autre côté, il me semble que Donald Trump met cela en avant. Tout le monde dit, tu sais, on voit les armes, les bombardiers se diriger vers la région. On a l'impression que les États-Unis pourraient attaquer le Venezuela. Mais d'un autre côté, Donald Trump,
dit qu'il pourrait envisager de parler avec Maduro. Quel est ton... Compréhension de ce qui se passe du côté du Venezuela. D'accord. Je vais partager ma compréhension, même si je suis pas sûr d'avoir raison. Mais je pense qu'il se peut que Donald Trump exerce une pression sur le Venezuela de la même manière qu'il avait accru la pression sur l'Iran il y a quelques mois. Vous savez, à un moment donné, il déployait tous ses porte-avions et bombardiers stratégiques à Diego Garcia et tout ça, et on aurait dit que les États-Unis allaient lancer une guerre de changement de régime contre l'Iran, mais cela ne s'est jamais produit. Donc je pense qu'ils font peut-être la même chose maintenant, pour une raison ou une autre. Et j'ai toujours douté que ce soit à cause du pétrole, parce que le pétrole serait l'explication la plus évidente. Mais si c'est la raison de la guerre, alors Trump gaspillerait les ressources militaires américaines et l'argent des contribuables pour quelque chose qui, en fin de compte, reviendrait à un cadeau pour Wall Street et la City de Londres. Donc, s'il finit par faire cela, je devrais revoir ma position sur Donald Trump. Mais il me semble que peut-être le gouvernement Maduro, à un moment donné, a passé un pacte avec le diable et qu'ils ont fait certaines choses qui sont maintenant traitées aux États-Unis. Ce que nous savons, c'est que lorsque la guerre a commencé en Ukraine en 2022, l'administration Biden, quelqu'un là-bas, a pensé, eh bien, nous avons besoin de pétrole. Parce qu'avec la fracturation américaine, le pétrole qu'on en tire ne permet pas d'extraire du carburant pour avions. On ne peut pas en extraire de diesel. Donc, pour des choses comme les avions, les chars et les camions lourds, ce pétrole est inutile. Mais le Venezuela possède du pétrole lourd, à partir duquel on peut extraire tous ses composants. Ainsi, l'administration Biden a envoyé une délégation à Caracas et ils ont conclu un accord. Nous ne savons pas exactement en quoi consistait cet accord, mais ils ont levé tout un ensemble de sanctions contre le Venezuela. Et une partie de cet accord, et là, je spécule complètement, je n'en ai pas la certitude, pourrait avoir été que Biden ou une partie du plan de son administration visait à inonder les États-Unis d'immigration illégale. Il semblait qu'ils appréciaient particulièrement l'élément criminel. Donc peut-être qu'une partie de cet accord était « pourquoi ne pas vider vos prisons et envoyer ces gens aux États-Unis » C'est là que l'administration Trump pourrait avoir de sérieux différends avec le régime Maduro. Et d'autre part, il semble que le Venezuela ait participé au processus de manipulation électorale aux États-Unis. Il y avait des serveurs et des équipes de développeurs basés au Venezuela, ainsi qu'en Serbie, entre autres, qui auraient apparemment joué un rôle important dans la manipulation des élections américaines. Des opérations assez sophistiquées pour s'assurer que, vous savez, le candidat souhaité l'emporte. Et je pense, ce n'est qu'une supposition, encore une fois, que la raison pour laquelle Trump exerce toute cette pression sur le régime de Maduro est peut-être de le forcer à coopérer, car cela pourrait donner lieu à une autre grande enquête qui pourrait être extrêmement dommageable pour le DNC, ses opposants politiques et lui-même. Donc peut-être que Maduro, pour éviter la guerre, ou pour ne pas subir le même sort que Muammar Kadhafi, devra livrer les preuves. Et s'il le fait, eh bien, cela pourrait être quelque chose d'aussi important que les enquêtes anticorruption en cours concernant l'Ukraine. Je pense que le seul point qui relie le Venezuela à l'Ukraine et au Moyen-Orient, avec Israël et l'Iran, c'est Marco Rubio, Alex. Ce que nous avons appris, parce que nous critiquions Witkoff pour ce qu'il fait en Ukraine et dans les négociations avec l'Iran, c'est qu'il y a seulement 2 jours, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'ils étaient parvenus à un accord à 3 reprises avec Steve Witkoff. Il a communiqué cela à Washington, ce qui, à mon avis, signifie Marco Rubio.
Puis il a dit qu'il n'était pas d'accord avec cela. Vous savez, la même chose se produit avec l'Ukraine. Si quelque chose se passe au Venezuela, à mon avis, tout tourne autour de Rubio, sa position et la manière dont il pousse les choses. Yes, I'm aware that is definitely part of the equation. Oui, je suis au courant. Cela fait clairement partie de l'équation. Mais tu sais, c'est une querelle interne au sein de l'administration Trump. Et du moins sur le sujet de cet accord de paix en 28 points avec l'Ukraine, il me semble que Marco Rubio a été ramené à l'ordre. Je pense que Rubio et Kellogg pourraient représenter le camp perdant dans toute cette affaire, parce que tu sais, Kellogg est écarté. Il me semble même que l'affaire Epstein fait aussi partie de l'équation. Il est difficile de relier les points avec certitude pour désigner quelque chose de précis. Mais on voit, un des seigneurs obscurs de la City de Londres est tombé, Lord Mandelson. Je ne sais pas si cela a vraiment du sens, mais le prince Andrew a été dépouillé de biens. Vous savez, il est redevenu un simple citoyen. Il se passe beaucoup de choses, et je pense qu'une grande partie se déroule en coulisses. Des choses qui ne sont pas mentionnées dans les communiqués de presse ou les conférences médiatiques. Des choses faites, vous savez, à la manière des gangsters. Et bien sûr, il y aura toujours des cinquièmes colonnes dans n'importe quel gouvernement. Et Marco Rubio et Kellogg pourraient bien être ces cinquièmes colonnes. Mais pour moi, en ce moment, comprendre la situation au Venezuela est très compliqué. Parce que vous savez, je ne crois pas du tout à la dimension liée à la drogue. I don't buy the drug dimension of it at all. It's not even, Venezuela would be. Ce n'est même pas, tu sais, le Venezuela serait le 10e problème sur la liste si l'objectif était de lutter contre la drogue. Le pétrole comme garantie pourrait en faire partie, mais je ne pense pas que ce soit ça non plus. Je pense que cela a peut-être à voir avec les immigrés illégaux et l'ingérence dans les élections américaines. On verra bien, mais je continue de croire que Trump ne fera pas la guerre au Venezuela. Je pense que c'est simplement une manière d'exercer une pression supplémentaire sur le régime Maduro pour obtenir ce que Trump essaie d'en tirer. Parce que déclencher une guerre, il y a toutes sortes de façons dont cela peut mal tourner. Et je ne pense pas que Trump ait besoin de ça à l'approche des élections de mi-mandat l'année prochaine. Un grand fiasco dans les Caraïbes. Je ne pense pas qu'il vise cela. Donc, même si Rubio pousse pour un changement de régime au Venezuela, puis à Cuba, et ainsi de suite, je doute fort que Trump appuie sur la gâchette à ce sujet, car je pense qu'il y a trop d'inconvénients pour lui et pratiquement aucun avantage. Quel serait l'avantage? L'avantage, c'est la garantie pour Wall Street. Cela ne va pas arrêter le trafic de drogue. Parce que, vous savez, peut-être qu'un peu de cocaïne vient du Venezuela, mais pas de fentanyl. Si vous vouliez vous attaquer au fentanyl, il faudrait aller au Canada, il faudrait aller au Mexique, il faudrait s'en prendre aux banques qui blanchissent l'argent. Cela devrait être votre priorité numéro 1 dans cette démarche, mais ils ne le font pas. Donc c'est autre chose. Mais je pense que le temps nous le dira. Nous en saurons plus avec le temps. La bonne chose, c'est que beaucoup de gens font un excellent travail d'enquête, donc l'ensemble finira par se clarifier. En fait, Alex, je ne sais pas si tu as entendu Maduro parler de l'affaire de drogue. Il a dit que 85% de ces transactions se font aux États-Unis, au sein du système bancaire américain. Absolument. Non, absolument. Toute la structure du cartel de la drogue ne pourrait pas exister du tout sans non seulement du soutien, mais l'appui total des banques de blanchiment d'argent. Parce que, vous savez, ces cartels de la drogue mexicains vendent pour environ 400 millions de dollars américains de drogue par semaine, et tout cela en liquide. Ils ne vous délivrent pas de facture pour que vous payiez avec votre carte de crédit ou de débit. C'est uniquement du liquide. Donc, ils reçoivent environ 400 millions en espèces chaque semaine.
Que faites-vous de tout cet argent liquide? Il faut une banque de blanchiment pour le nettoyer et le déposer sur vos comptes, car ensuite ils finissent par acheter des hélicoptères et des lance-grenades propulsés par roquettes. Et ils ont des sous-marins. Les cartels mexicains disposent de toutes sortes d'équipements militaires très sophistiqués et coûteux, et on ne peut pas acheter cela avec des palettes de billets. And you can't buy that with cash on pallets. You have to have clean bank accounts. And then, you know, when you Il faut avoir des comptes bancaires propres. Et ensuite, vous savez, quand vous avez des comptes bancaires propres, quelqu'un est signataire autorisé. Alors que si vous avez simplement de l'argent liquide entreposé dans des entrepôts, n'importe quel type chargé de surveiller l'argent peut dire « Hey, pourquoi ne pas prendre cet argent? Pourquoi devons-nous le garder pour le patron? » On peut créer notre propre cartel. Cela deviendrait donc un aimant, non seulement pour les membres de bas niveau du cartel, mais aussi pour les forces de l'ordre ou l'armée. Ils voudraient y avoir accès. Si l'argent est à la banque, on ne peut pas y toucher. Seuls El Chapo Guzman et son directeur financier ont la signature sur ce compte. Ce sont les seules personnes qui peuvent manipuler l'argent. Ainsi, la banque consacre pratiquement la direction et la hiérarchie du cartel. The leadership and the hierarchy of the cartel. Without the money laundering banks, they would. Sans les banques impliquées dans le blanchiment d'argent, elles se fragmenteraient en un millier de groupes rivaux qui finiraient probablement par assurer eux-mêmes la plupart des fonctions de maintien de l'ordre, parce qu'ils s'entretueraient pour toutes ces piles d'argent liquide. Tout le système s'effondrerait donc. C'est pour cela qu'il faut s'en prendre aux banques. Il y a quelques mois, j'ai écouté une interview d'un type du FBI de Trump qui parlait de très grands laboratoires de fentanyl à échelle industrielle au Canada. Il disait que les banques canadiennes faisaient partie de toute l'opération. Donc ils comprennent le problème. Le Venezuela n'est pas dans la même catégorie. C'est une autre question. Et encore une fois, vous savez, on le découvrira avec le temps. Peut-être qu'on ne le saura jamais avec certitude. Mais c'est de ça qu'il s'astreint. Alex, l'ambassadeur iranien en Russie, a déclaré qu'ils avaient reçu une proposition de la Russie pour former un pacte de défense contre l'OTAN. Ce qui se passe actuellement en Iran m'intéresse beaucoup. Je suis de près les politiques iraniennes, tant internes qu'externes, car je veux comprendre ce qui se passe. Le ministre des Affaires étrangères iranien a dit que si l'on veut faire la paix, il faut se préparer à la guerre. Ce genre de discours n'existait pas avant la guerre contre l'Iran, la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Personne ne parlait ainsi auparavant. La guerre a complètement changé l'état d'esprit des Iraniens. Et il semble que tout le monde se demande pourquoi l'Allemagne, pendant la guerre, a déclaré qu'Israël faisait notre travail quotidien contre l'Iran. Pourquoi cela? Qu'est-ce que l'Allemagne a contre nous? Vous savez, les gens se posent cette question. Au sein de l'administration, nous savons que l'Iran n'est pas, tout comme la Russie, un gouvernement monolithique où tout le monde suit la même ligne. Non, il y a beaucoup de débats politiques en Iran. Certains plaident pour de meilleures relations avec l'Occident, d'autres avec la Russie et la Chine. Mais après tout, en regardant ce qui se passe, toutes ces personnes se rassemblent et se demandent pourquoi l'Iran. Nous n'avons rien fait contre l'Europe, en particulier contre l'Allemagne. Pourquoi ont-ils besoin de nous attaquer? Vous savez, cela mène à la question principale. L'OTAN est-elle aussi l'ennemi de l'Iran? À mon avis, ils en arrivent là. Ils disent que ce n'est pas seulement Israël. L'OTAN soutient Israël dans ses attaques contre nous. Oui, c'est pas que l'OTAN soit l'ennemi de l'Iran, Nima. C'est que l'OTAN est le bras armé du maintien de l'ordre militaire de l'Empire occidental. Et l'Empire occidental est d'une certaine manière une réincarnation de l'Empire britannique. La logique des empires, c'est qu'ils doivent dominer absolument tout. Ils ne peuvent pas tolérer de rivaux ou de puissances régionales capables de dire non à l'Empire.
Donc tu vois, s'ils viennent et disent, eh bien, vous ouvrirez vos marchés à nos produits, vous ouvrirez vos réserves de ressources naturelles à nos entreprises pour qu'elles les exploitent, et vous nous permettrez de prendre le contrôle de vos médias. C'est cet état d'esprit-là. Vous nous permettrez d'exercer une influence sur votre système éducatif et vos systèmes de relations publiques. Et vous nous permettrez d'acheter vos banques, votre loterie et toutes ces infrastructures publiques, vous savez. Et si le pays dit non, eh bien, il commence à exercer des pressions. Vous savez, il commence par des sanctions. Mais cela va plus loin. Il procède à des assassinats, à des révolutions de couleur. Donc oui, l'une des choses auxquelles vous devez ouvrir votre pays, ce sont les ONG. Vous devez avoir des bureaux d'Open Society ici. Vous devez avoir le British Council ici, ainsi que l'USAID et le National Endowment for Democracy. Et il faut organiser des défilés LGBT. Parce que si on ne le fait pas, eh bien vous savez. Et cela doit être fait par chaque pays, pratiquement chaque pays. Mais les pays sans ressources naturelles ne sont pas très intéressants. L'Iran n'est pas seulement un pays riche en ressources. Il possède une population nombreuse et bien éduquée. Il est technologiquement avancé, stable et capable de se défendre contre l'Empire. Cela met donc en péril leur hégémonie dans cette région. Et si cette hégémonie est menacée là-bas, alors c'est l'hégémonie sur l'ensemble du continent eurasiatique qui l'est aussi. Et c'est pour cela que l'Iran, la Russie et la Chine doivent être affaiblis. Alors, comment l'Empire va-t-il s'y prendre? Son seul bras crédible d'application militaire est l'OTAN. Les États-Unis, oui, si les États-Unis sont partants, mais cela n'est plus certain sous l'administration Trump. L'Allemagne a été complètement cooptée et infiltrée par les structures dirigeantes de cet empire. L'Allemagne est un territoire occupé. Ainsi, il n'y a pas de véritables dirigeants allemands qui soient, disons, concentrés sur le développement de l'Allemagne et le bien du peuple allemand. Ils ne sont qu'un satellite, un vaisseau de cet empire. Autrement, l'Allemagne n'aurait absolument aucune raison d'entretenir une quelconque hostilité envers l'Iran. Au contraire, à l'époque où l'Allemagne était dirigée par Otto von Bismarck et le Kaiser Guillaume, elle cherchait à développer une coopération avec l'Iran. Ils ont construit une voie ferrée de Berlin à Bagdad qui devait aller jusqu'à Mossoul. Et ils voulaient, vous savez, ils voulaient établir, eh bien, à l'époque, la majeure partie de cette région appartenait encore à l'Empire ottoman. Mais vous savez, l'Allemagne avait des projets de coopération constructive. Ce n'était pas exactement la Belt and Road, mais la même idée, seulement pour l'Europe, jusqu'à l'Asie occidentale. Et c'est pourquoi, à la fois l'Allemagne et l'Empire ottoman ont été détruits par l'Empire britannique. L'Empire britannique ne menait pas ses propres combats. Il a fait en sorte que la Russie, la France, la Belgique et l'Italie se battent pour lui. Mais vous savez, c'est la même chose. Et aujourd'hui, malheureusement, la direction allemande a été mise en place par les représentants de cet empire. C'est un pays occupé. Il y a des bases britanniques et américaines partout. Il fait partie de l'OTAN et ses services de renseignement ont été complètement subordonnés à l'Empire occidental. Et il se comporte, vous savez, exactement de la même manière que le reste de l'Empire occidental. Donc, c'est pas du tout une surprise. Alex, avant de conclure, il semble que l'une des principales préoccupations parmi les partisans du mouvement MAGA, ceux qui soutiennent Donald Trump et son administration, comme Tucker Carlson, soit le cas de Netanyahou. Il pourrait attaquer l'Iran, car hier nous avons appris qu'un avion de chasse israélien est entré dans l'espace aérien irakien, s'est approché de la frontière iranienne et a été ravitaillé par des avions américains. Voici ce que Tucker Carlson a dit à propos de Netanyahou. À mon avis, après tout ce que nous avons vu avec le Venezuela et l'Ukraine, Netanyahou pourrait faire quelque chose au Moyen-Orient qui changerait tout.
qui créerait un immense chaos dans la région. Make a huge chaos in the Middle East. L'Occident. Je suis un occidental, tu sais, Netanyahou. Je suis un défenseur de la civilisation occidentale. Non, tu en es l'ennemi. Bien sûr, tu en es littéralement le principal ennemi. Pourquoi? Parce que je ne t'aime pas? Cela n'a rien à voir avec ça. La raison pour laquelle Netanyahou est un ennemi de la civilisation occidentale, c'est qu'il croit, et l'a dit ouvertement, que nous combattons ces gens à cause de la façon dont ils sont nés, à cause de leur prétendue méchanceté innée. Nous ne croyons pas à cela. Nous croyons que chaque personne est fondamentalement imparfaite mais réparable parce que Dieu a créé chaque être humain. Pourquoi les nazis sont-ils mauvais? Les nazis sont mauvais pour exactement la même raison. Et donc, si tu veux défendre l'Occident, tu défends une seule proposition et tout découle de cette proposition. L'individu possède des droits qui lui ont été donnés par Dieu. Point final. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour défendre ce principe. Il y a énormément de musulmans, de juifs et d'autres encore qui y croient. Donc il ne s'agit pas de haïr tel groupe ou tel autre. Tout cela est anti-occidental. Tu sais, quand on y regarde de plus près, la façon dont il parle résonne avec les gens qui ont voté pour Donald Trump. Il comprend de quoi il parle. Et en y regardant, Alex, parce que je connais en fait des chrétiens, des juifs, des musulmans, si tu examines la ligne principale de ces religions, aussi différentes soient-elles, elles sont toutes pareilles. On ne peut pas faire de distinction entre ces gens. Ils sont tous les mêmes, seul le nom change, à mon avis. Just the name is different, in my opinion. Yeah. You're absolutely right, Nima, and I think that for Oui, tu as tout à fait raison, Nima. Je pense qu'au moins depuis 150 ans, l'Empire joue avec cette idée. Ils ont essayé de récupérer les trois religions abrahamiques pour servir leurs propres intérêts, et je pense qu'ils ont compromis les trois. Ils ont transformé le judaïsme en quelque chose qu'il n'est pas réellement. Ils ont clairement transformé le christianisme et l'islam en quelque chose qu'ils n'étaient pas à l'origine. Ces formes originelles existent encore. Ce n'est pas comme s'ils les avaient complètement détruites. Mais ceux qui reçoivent les financements, ceux à qui on tend le mégaphone, sont ceux qui œuvrent contre la paix, pas pour elle. Et je trouve encourageant que des personnes comme Tucker Carlson aient une voix forte dans l'espace public, que nous disposions d'une plateforme où nous pouvons exercer la liberté d'expression et échanger ces idées. Et puis au fond, même si l'on met de côté les aspects religieux, chacun de nous est un être humain avant d'être juif, musulman, chrétien ou autre. Et cela signifie que nous partageons un certain noyau commun. Si vous croyez que nous sommes une création divine, alors je pense que chaque personne, à moins qu'elle ne soit brisée, vous savez, à moins qu'elle ne soit brisée, partage les mêmes valeurs. Nous voulons tous voir nos enfants en bonne santé et heureux, et nous voulons qu'ils aient une vie bonne et réussie. Nous voulons tous la paix. Nous voulons tous la prospérité. Nous voulons tous la stabilité. Nous voulons tous passer du temps avec nos amis et notre famille et profiter les uns des autres. Nous voulons tous voyager, découvrir d'autres cultures. Et vous savez, c'est quelque chose de réel. Les gens aiment vraiment se connecter avec des personnes d'autres cultures. Non pas pour les tuer, mais pour apprendre à les connaître, échanger des idées, écouter leur musique, lire leur littérature. Vous savez, c'est ce que nous sommes. C'est qui nous sommes. Et les représentants de l'Empire, pour nous rendre différents, ont dû briser des millions de personnes. Vous savez, les programmes MKUltra, les guerres qui ont créé des centaines de milliers d'orphelins, ensuite élevés avec des Corans corrompus, pour en faire des djihadistes complètement fous. Et ensuite, ils les droguent même quand ils les envoient au combat. C'est une perversion radicale de l'humanité. Ce n'est pas ce qu'est l'humanité. Et je pense que Benjamin Netanyahou en fait clairement partie. Benjamin Netanyahu is definitely part of that.
Et je pense que l'ensemble de la population d'Israël, enfin beaucoup de gens là-bas, est tellement traumatisée qu'elle a complètement perdu sa boussole morale. Je ne crois même pas qu'ils sachent ce qu'ils font. Mais c'est ce qui arrive dans une nation assiégée. Et vous savez, ils sont assiégés parce qu'ils se montrent agressifs envers tous leurs voisins et qui n'étaient pas censés être là. C'est un État créé artificiellement, qui a dû être construit aux dépens de la population locale. Donc évidemment, avant même de créer l'État, ils ont d'abord créé les ennemis, et avec raison, car ils les ont chassés de leurs terres et ont pris leurs villes et villages. Et ils continuent de les brutaliser chaque jour à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, et ainsi de suite. Et donc, cela engendrera des perversions, des esprits brisés, des boussoles morales perdues, et tu sais, une putréfaction des valeurs. Mais, tu sais, le simple fait que nous voyons cela se produire aujourd'hui, et que nous puissions en parler, et qu'à ce jour nous ayons réussi à dépasser leur capacité à nous censurer, je pense que cela change la donne, et on peut déjà le constater. Ce ne sont pas seulement les jeunes socialistes aux cheveux bleus qui se retournent contre Israël. C'est aussi l'électeur conservateur d'âge moyen aux États-Unis qui en a assez d'Israël. Et je pense que Tucker Carlson est exactement le représentant typique de ce segment de la population. Et je pense qu'avec le temps, ce problème devra être résolu. Alex, avant de conclure, penses-tu que Netanyahou, avant de quitter son poste en Israël, pourrait déclencher une guerre entre l'Iran et les États-Unis? J'en doute fortement. À moins qu'il n'ait d'une manière ou d'une autre réussi à assassiner Donald Trump. J'en doute vraiment, car ce serait complètement suicidaire, non seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis. Vous savez, ils ont leurs 20 ou 22 bases militaires, environ 60 000 soldats et toutes sortes d'équipements militaires qui seraient complètement anéantis s'ils déclenchaient une guerre contre l'Iran. L'Iran a la capacité de littéralement raser Israël et toutes les bases militaires occidentales de la région. Ils disposent d'armes contre lesquelles l'Occident n'a aucune défense, et ils ont une très grande armée, ainsi que le soutien de la Russie et de la Chine. Je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce nouveau processus d'intégration multipolaire, de transformation de l'architecture de sécurité sur le continent eurasien, a déjà conduit, vous savez, les Chinois et les Russes à désigner l'Iran comme pilier de l'architecture de sécurité en Asie occidentale. Donc ils vont soutenir l'Iran. Et qu'est les États-Unis à opposer à cela? À moins d'utiliser l'arme nucléaire, ils ne peuvent rien y faire. Et même s'ils l'utilisent, ils sacrifieraient complètement à la fois Israël et leur point d'appui dans cette région. Et je pense que Trump est suffisamment pragmatique pour voir le contraste entre les inconvénients de ce scénario et les avantages d'une coopération amicale et constructive. L'Iran dispose de ressources. Il possède une main-d'œuvre bien éduquée. Il forme plus d'ingénieurs que la plupart des pays du monde. Il est bien préférable de coopérer et d'échanger. Vous savez, les Américains ont des choses à vendre. Ils peuvent construire des centrales nucléaires. Elles sont coûteuses, pas très compétitives. Mais il y a beaucoup à faire grâce à la coopération. Et si vous pensez pouvoir vous débarrasser de l'Iran par la guerre, vous prenez un pari extrêmement imprudent, et cela échouera probablement. Je pense que cela échouera presque à coup sûr. Donc je ne pense pas que Trump le fera. Mais, vous savez, quelqu'un comme Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland, il y a toute une cabale de ces gens qui prendraient ce risque. Et ils ont probablement, vous savez, leurs subordonnés dans les think tanks, au Pentagone, dans l'armée, et ainsi de suite, qui seraient très très heureux de jouer avec ce baril de poudre. Merci beaucoup.
Alex, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. As always. Tout le plaisir pour moi, Nima. Merci de m'avoir invité. Great talk. Super discussion, au fait. Vous avez abordé beaucoup de sujets. Oui, c'est vrai. Je pense que nous avons à peu près réparé le monde. Ouais. D'accord. Prends soin de toi. À la prochaine. Au revoir. Passe une bonne journée. Toi aussi. Salut.